Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, nous irons à plus de 11 000 km de la capitale où se ficellent des projets d'envergure. À Pékin, le président du Faso et son homologue peaufinent le renouveau diplomatique. Les acteurs du monde économique, eux, sont aux premières loges. Les échos de cette visite officielle en Chine dans quelques instants. La défense de la patrie est sacrée. Ces mots du chef d'état-major général des armées est une invite à ces troupes particulièrement ciblées par les attaques terroristes. Le 28 août dernier, dans la région de l'Est, 7 militaires ont perdu la vie dans une explosion. Un dernier hommage leur a été rendu cet après-midi à Ouagadougou. Dans l'actualité également ce soir, la lourde menace de Donald Trump sur son retrait de l'Organisation mondiale du commerce, cela en cas d'absence de progrès dans les réformes. Ces propos tenus hier, jeudi, sont les derniers d'une série de critiques adressées aux institutions internationales. Bienvenue à tous. Le palais de l'Assemblée du peuple de Pékin est le lieu où se déroulent les réunions et conférences populaires. Le bâtiment sert aussi de salle de spectacle, par exemple, pour le gala du Nouvel An chinois. Eh bien, c'est dans ce lieu plein de symboles qu'une cérémonie officielle a été organisée en l'honneur du président du Faso, de son épouse et de la délégation qui les accompagne. Une cérémonie pour sceller l'amitié retrouvée entre les deux pays. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux, Yacouba Gamene et Jean-Emmanuel Ouedraogo. C'est sans doute le point d'orgue de la visite d'État du président du Faso ici en Chine populaire. L'accueil officiel orchestré ici au Palais des Peuples dans la pure tradition chinoise. Exécution des hymnes nationaux, poignée de main entre Roch-Marc Christian Kaboré et Xi Jinping, revue de troupes, tout ce qu'il y a de plus solennel pour marquer une amitié retrouvée. Chine populaire, Burkina Faso, deux pays, une vision commune exprimée ici par les deux présidents. Xi Jinping salue la clairvoyance et le courage du président du Faso qui a mis fin à 24 ans de rupture et s'engage pour une relation fondée sur la confiance et l'égalité au bénéfice des deux peuples. À son tour, le président du Faso salue le leadership de son homologue ainsi que le succès de la Chine qui est devenu aujourd'hui un exemple pour les pays africains sur le chemin du développement. Et des paroles aux actes, l'amitié retrouvée entre les deux pays se matérialise déjà par la signature de plusieurs accords, parmi lesquels l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et de services, un mémorandum d'entente sur la coopération agricole, un accord de coopération économique, commerciale pour l'investissement et technique, un accord de coopération économique et technique pour la construction de l'hôpital de Bobo-Dioulasso et la réhabilitation de l'hôpital de Koudougou. Au total, c'est une cérémonie d'accueil riche en émotions, réglée comme du papier à musique et tenue dans le Grand Palais du Peuple, un lieu chargé d'histoire et témoin des hauts faits qui ont marqué l'histoire politique de la Chine populaire. On peut donc le dire, c'est un soleil nouveau qui se lève sur les relations sino-burkinabè. Et au cours de ce séjour débuté hier à Pékin, Roch-Marc Christian Kaboré a eu plusieurs échanges avec des responsables économiques chinois. Des rencontres qui se soldent avec des projets fermes et profitables pour le Burkina, au nombre desquels le projet de construction de l'autoroute Ouagadougou-Yamoussoukro, dans lequel s'est fermement engagée la société tchèque. Le point toujours avec Yacouba Gamene et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Roch-Marc Christian Kaboré au siège de la Banque chinoise de développement. Elle est l'un des symboles forts de la puissance financière de l'Empire du Milieu. Le président du Faso vient échanger avec le premier responsable de l'institution. Il est question d'investissement et de financement de projets et programmes au Burkina Faso. Des échanges fructueux qui augurent de belles perspectives. Et le chef de l'État a
rappeler bien sûr les priorités de développement du gouvernement à travers le plan national de développement économique et social, ce qui a été très bien accueilli. Et les deux responsables ont indiqué justement que les orientations du gouvernement chinois, c'est qu'il fallait accompagner les pays et tenant compte de leurs priorités. Et en particulier pour ce qui concerne la Banque de développement de Chine, il y a un fonds de 10 milliards de dollars qui sont disponibles pour l'Afrique dans le cadre justement de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'il y a 6 milliards qui sont dédiés aux petites et moyennes entreprises. L'autre bras financier de la Chine populaire, c'est Exim Bank, la banque d'import-export, et sa première responsable s'entretient ici avec le président du Faso. Là aussi, il est question de jeter les bases d'une coopération gagnant-gagnant. Ce matin-là, on a un entretien, un très bon entretien avec le président de Burkina Faso. On a pour tous les deux parties affiché notre volonté commune d'accompagner l'un et l'autre, surtout pour contribuer au développement socio-économique de Burkina Faso. Et puisque Burkina Faso est un nouveau ami de la grande famille de FOGAC, Exim Bank va traiter Burkina Faso comme un client, un partenaire très particulier pour contribuer au développement socio-économique de ce pays. La société Chèque, elle, vient parler infrastructure avec le président du Faso. Et les nouvelles sont bonnes, particulièrement pour le projet d'autoroute Ouaga-Yamoussoukro. En fait, nous avons déjà contacté avec rencontre avec le président pour notre projet. Et puis le projet, nous avons mis en engagement. Nous allons réaliser ce projet plus vite possible entre deux pays, faire une grande collaboration ensemble. Étant donné que c'est un projet très lourd entre Ouagadougou et Bobo, c'est quand même plus de 700 milliards de francs CFA. Donc nous avons décidé ensemble d'exécuter ce projet en phases, en 3 phases. La première phase portera sur 110 km comme il l'a indiqué. Et ces 110 km, c'est plus de 200 milliards de francs CFA. Alors comprenez qu'on ne donne pas un chiffre précis parce que c'est une offre financière qui doit encore être validée par les deux parties après les discussions finales qui interviendront assez rapidement. Et si tout se passe bien, les travaux de cette première phase devraient commencer en 2019. Le président du Faso s'est également entretenu avec les dirigeants du groupe industriel CGCOC, spécialisé dans la construction. Retour au Faso, où un nouveau réseau de parlementaires lance ses activités ce 31 août. Une vingtaine de députés forment le réseau des parlementaires pour la biotechnologie et la biosécurité. Des propositions mieux éclairées sur ce domaine sont attendues pour guider l'action gouvernementale. On en sait plus avec Souleymane Sanou et Nyaki Teda. La biotechnologie et la biosécurité sont deux alternatives palpables pour le changement climatique. La conviction est du coordonnateur du forum ouvert sur la biotechnologie agricole, section Burkina. C'est conscient justement de cette réalité scientifique que l'Assemblée nationale lance alors les activités du réseau des parlementaires burkinabés pour la biotechnologie et la biosécurité. Notre cheval de bataille sera de vulgariser les avancées de la science au Burkina et dans la mesure où cela sera nécessaire de prendre des lois qui vont faciliter l'expansion des produits de la recherche en vue de leur vulgarisation et leur appropriation par les populations que nous représentons au sein de l'hémicycle. Le repas biotech devrait alors aider la représentation nationale à mieux légiférer sur ces deux aspects du développement agricole, une initiative appréciée par son premier vice-président. Quand vous avez au-delà des députés, la communauté scientifique, c'est-à-dire l'expertise nationale qui s'organise pour que notre pays, le Burkina Faso, puisse légiférer, permettre aux décideurs dans ce domaine-là d'avoir l'éclairage scientifique nécessaire, pour moi, c'est un réseau qu'il fallait purement et simplement créer.
Le réseau des parlementaires burkinabés pour la biotechnologie et la biosécurité est forte d'une vingtaine de députés. Environnement toujours avec cette formation qui se déroule dans la région de la boucle du Mouhoun. Dédougou, la capitale, abrite en effet une session sur l'utilisation et l'interprétation des données de systèmes d'information géoclimatiques, agroécologiques et hydrologiques. Les acteurs des collectivités territoriales, d'ONG et d'associations en sont les bénéficiaires. Mais à quelle fin? Réponse avec Christophe Traoré, Lassina Ouattara et Amadé Oudraogo. Ces participants à cette session de formation sont des planificateurs régionaux, provinciaux, dirigeants des collectivités territoriales et membres des organisations de la société civile du corridor forestier de la boucle du Mouhoun. Durant 3 jours, ils vont s'outiller sur l'utilisation et l'interprétation des données du système d'information géoclimatique, agroécologique et hydrologique pour le corridor forestier de la boucle du Mouhoun et les zones humides du bassin de la mare d'Ossi, Siko-Formaux. Vous savez, aujourd'hui, avec les changements climatiques, si vous entreprenez des activités sans connaître un peu certaines données, c'est un peu difficile. Donc, il faut savoir anticiper sur comment va être la saison, pour savoir comment il faut s'y prendre, ainsi de suite. Voilà l'objet de cette réunion, de cette formation, parce que les acteurs locaux doivent être fortement impliqués pour la réussite de ce que nous voulons engager comme action d'adaptation au changement climatique. 5 modules sur le Siko-Formaux vont être présentés aux participants. Le premier module porte sur les outils et les dispositions qui sont prises au niveau national face justement aux risques et aux conséquences des changements climatiques au niveau national. Le deuxième module va traiter justement de comment on se connecte sur le système d'information. Alors l'autre module va se focaliser sur justement comment on utilise ces informations une fois qu'elles sont téléchargées, et on va aboutir certainement sur l'adoption d'une feuille de route. Tout en saluant la tenue de cette session, les premiers responsables de la région ont invité les participants à bien s'approprier les connaissances qui vont être dispensées et de les mettre en pratique pour améliorer la résilience des populations. Et des informations qui, même maîtrisées, ne sauraient résoudre le calvaire des usagers de la route. À Bobo-Dioulasso, en ce moment, les saisons pluvieuses se suivent et se ressemblent dans la capitale économique. Les nids de poules transformés en empreintes d'éléphants où stagnent eau de pluie et boue. Le constat est des plus amers et les usagers de la route espèrent une solution définitive. Rainatou Boro, Moussa Tamboura avec Kadou Romenki. Ce sont des herbes couchées par les eaux de pluie. Il semble que le ciel ait suffisamment ouvert ses vannes, sinon même trop du goût de certaines personnes, à l'image de ces riverains du pont de Léguéma. Des riverains qui sont inquiets de la quantité d'eau qui déferle ici, après une forte pluie. Quand la pluie pleut comme ça, vraiment dit, ça monte jusqu'à nos champs. Bon. C'est la deuxième année que cela se produit. L'année dernière, l'eau avait aussi envahi nos champs. Ce matin, on a quitté Léguéma. Arrivé au niveau du pont, il y avait trop d'eau. On ne pouvait pas passer. On a patienté environ 1 heure avant que l'eau ne libère la voie. Excepté quelques bitumes du centre-ville, les ruelles, les 6 mètres et les grandes routes de Sia sont truffés de nids de poules. Une situation qui n'est pas pour faciliter les choses en cette saison des pluies. Je suis en panne parce que ma voiture a pris l'eau. Je suis arrêté depuis 10 heures et je perds trop de clients. Or, je suis en location. Si je ne rapporte pas mon 10 journalier, le propriétaire de la voiture peut me la retirer. Quand il pleut comme ça, là, ça nous fatigue. Si vous voulez faire un dos d'âne, c'est bon. Ça nous arrange. On a franchement dit, quand ça dépasse comme ça, là, on est obligé de prendre une autre voie encore pour rentrer. C'est pas facile. Quand il pleut beaucoup, nous aidons les gens à traverser la voie, tout en évitant qu'ils rentrent dans les trous. À Bobo-Dioulasso, les saisons passent et se ressemblent. Chaque saison des pluies transforme la ville en un vaste champ d'eau et de boue. Et à chacun sa gymnastique
pour le trajet domicile-service et vice-versa. La suite de ce journal avec cet hommage rendu aux 7 militaires tués dans une explosion le 28 août dernier dans la région de l'Est. Des membres du gouvernement et la hiérarchie militaire ont assisté aux inhumations aux côtés des familles éplorées. Un moment d'émotion de trop que nous relatent Alain Ebier et Vincent Kendrebogo. Vive émotion au cimetière municipal de Gunga. Des familles pleurent leurs fils. La nation rend hommage à de valeureux soldats tombés sur le champ de la bataille. Yumu Donou, Issa Emmanuel Tandamba, Epifano Wango, Diobanko Kam, Jean-Marie Tendano, Daouda Werem et Diataga Aro ont été inhumés en présence de membres du gouvernement et de la hiérarchie militaire. Je comprends la douleur de tous les parents dont les fils ont payé de leur vie pour la mission sacrée dans le cadre de la défense de notre territoire national. Je comprends aussi la douleur des camarades frères d'armes. Je comprends aussi l'émotion que nous avons vécue ici, que ce soit les veuves, que ce soit aussi les parents des victimes. Mais je voudrais ici encore demander à la nation de toujours continuer à supporter son armée. Je voudrais aussi demander aux militaires, où qu'ils soient, quel que soit leur poste, quelles que soient les missions où ils sont actuellement sur le territoire national, de savoir que la mission est sacrée. Du courage pour une noble mission, mais combien difficile, c'est ce que dira le représentant des familles aux frères d'armes des disparus. Les 7 militaires ont tous été décorés à titre posthume. Au tribunal militaire de Ouagadougou, les auditions des accusés du putsch manqué se poursuivent. 3 accusés étaient à la barre ce 31 août avec des accusations de coups et blessures volontaires, mais aussi de dégradation aggravée de biens. Le point avec Zoubaviel David Dabiré. Rappelé de sa mission onusienne, le sergent de l'ex-RSP Saul Léonce comparaît depuis ce matin devant le tribunal militaire. Mais selon l'arrêt de renvoi, aucune charge n'est retenue contre le sous-officier. Le parquet militaire requiert néanmoins l'interrogatoire de l'accusé sous le statut de témoin. Les mêmes juges qui l'ont déchargé sont les mêmes qui l'ont renvoyé devant le tribunal. Son témoignage pourrait donc aider à comprendre certains faits, insiste Alioune Zari. Maître Mamadi Savadogo, commis à la défense du sous-officier, n'y trouve aucun inconvénient, même s'il plaide pour la relaxation pure et simple de Saul Léonce, qui selon lui s'est retrouvé dans cette procédure par inadvertance. Face à cet embroglio juridique, le juge Seydou Ouedraogo décide de ne pas l'interroger au motif qu'il agit sous le couvert de l'arrêt de renvoi, lequel arrêt n'a rien retenu contre le sergent. À la suite du sergent Saul Léonce, le caporal Soumaïla Diosongo, condamné à 10 ans de prison ferme pour complot militaire dans l'affaire Madi Ouedraogo et compagnie, est appelé à la barre. Selon l'acte d'accusation, il lui a reproché 2 infractions, la complicité de dégradation aggravée de biens et de coups et blessures volontaires. Le fantassin refute les faits et décline son agenda du 16 septembre 2015, jour où, selon le parquet militaire, il serait tombé sous le coup de la loi. Et selon le caporal, dans la journée du 17 septembre 2015, son supérieur hiérarchique, le sergent Issouf Zunogo, l'embarque dans un véhicule avec 2 autres soldats au motif qu'ils vont chercher des vivres en ville. À leur arrivée au rond-point des Martyrs, le véhicule est arrêté par 2 jeunes en tenue civile. Quelques minutes d'échange avec le sergent Zunogo et les 2 jeunes conduisent l'équipe au domicile du défunt Salifou Diallo. Ils y trouvent un policier de garde, quelques badauds attroupés et un incendie. Toujours selon le soldat, son équipe procède au désarmement du policier et aide à éteindre les flammes. Il dit avoir par la suite amené le policier au Kanabakoum 2. Cette version des faits semble pourtant bien loin de la réalité selon le parquet militaire qui livre au tribunal un pan du témoignage de Yacouba Menli, le policier de garde chez Salifou Diallo au moment des faits. Selon l'agent de sécurité, certains manifestants venus pour incendier le domicile ont été repoussés par ces tirs de sommation. Mais peu de temps après, ils sont revenus avec des militaires de l'ex-RSP. Ces militaires nous ont désarmés, ils ont couché tout le monde dehors sans habit et nous ont frappés à l'air de cordolettes. Parmi ces militaires, le policier dit reconnaître le caporal Diosongo,
remarquable de par sa petite taille. L'accusé s'offusque et demande au parquet militaire « Est-ce que j'étais le soldat le plus petit de taille au RSPI ?» Avant de refermer le débat du jour, le soldat de première classe Haruna Ouedraogo, spécialiste en électricité de l'ex-RSP, est invité à faire sa déposition. Il est le 40e accusé sur les 84 personnes poursuivies dans cette affaire. Le parquet le soupçonne d'avoir été de la même équipe que le caporal Diossongo. L'électricien, lui, dit s'être retrouvé sur ces lieux de façon hasardeuse par le fait du sergent-chef Roger Koussoubé et d'y n'avoir posé aucun acte de violence. Il aurait même, selon son avocat, tenté de calmer les autres militaires agités. Le parquet militaire dit attendre l'heure des témoignages pour citer le policier Manli afin d'éclairer le tribunal sur cet épisode. Les demandes de liberté provisoire introduites ce matin par les accusés Faisal Nanema et Abdul Karim Baguian Dilota connaîtront un délibéré du tribunal le lundi prochain. Mais en attendant, le procès reprend demain à 9 h au tribunal militaire de Ouagadougou. Et puis ce communiqué émanant du parquet du procureur du Faso, dans la nuit du 28 août 2018, Dame Safiatou Fofie Zongo, épouse Lopez, a été interpellée par la gendarmerie nationale après compte rendu fait au procureur du Faso d'éléments qui faisaient état de son implication possible dans une tentative de faire évader des détenus de la maison d'arrêt de correction des armées. Son interpellation, qui s'est déroulée en présence de son avocat, a été faite dans le strict respect de ses droits et des règles gouvernant la matière dans le code de procédure pénale en vigueur. Les premières auditions ont permis d'autoriser une perquisition de son domicile, laquelle s'est faite en sa présence constante. À ce jour, outre Mme Safiatou Lopez, 2 autres personnes sont en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Et le parquet du procureur du Faso tient à rassurer l'opinion nationale et internationale qu'il suit de près l'enquête en cours et qu'il assurera à toutes les personnes interpellées un respect strict de leurs droits. C'est bientôt la rentrée des classes et des acteurs du monde éducatif en mesure les enjeux. Il s'agit des membres du syndicat national des animateurs de la vie scolaire. Ils tiennent depuis ce matin à Ouagadougou leur 2e congrès ordinaire de l'année avec l'intention de renouveler leur bureau. Les précisions avec Roger Cam et Zalissa Sanfo. Le syndicat national des animateurs de la vie scolaire SINAVS tient ici son 2e congrès ordinaire. Un congrès pour passer au peigne fin les difficultés liées à la profession d'animateur de vie scolaire. Difficultés d'ailleurs qui commencent par la perception de tous sur la profession. Les difficultés que nous rencontrons, sans incriminer quelqu'un, c'est surtout cette vision dépassée que les parents d'élèves, certains acteurs de l'éducation et même l'opinion a de la vie scolaire. Anciennement, ça s'appelait le corps des surveillants. Vous voyez, surveillants. Non, c'est dépassé. La vie scolaire ne surveille pas. Elle éduque. Elle éduque. Voilà, parce qu'il n'y a que du bétail qu'on doit surveiller. Des êtres humains, ça s'éduque. Et nous voulons que les gens comprennent que nous sommes là pour de l'éducation. Nous ne sommes pas là pour réprimer. Nous prenons en compte l'intérêt de l'enfant. L'ambition du SINAVS, c'est d'éduquer ses membres pour mieux éduquer les élèves et bâtir une vie scolaire nouvelle. Ici, chaque animateur va être édifié sur le rôle qui lui est dévolu. Les enseignants ont le rôle d'instruire, d'enseigner. Nous sommes là à côté pour éduquer. Nous sommes là pour leur donner l'assurance, pour les rassurer, voilà, pour prévenir, pour anticiper sur tout ce qui peut enfreindre à leur construction. À la fin de ce 2e congrès ordinaire, le SINAVS va aussi procéder au renouvellement de ses instances. Il sera aussi amené sur la table de ce congrès les différentes préoccupations qui feront l'objet de revendications. Ils posent la réflexion sur leur partition à jouer dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au Burkina. Nous parlons à présent du séminaire régional de formation islamique initié par l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina. La manifestation se tient à Gawa, dans la région du Sud-Ouest. Bernard Kombelem et Aboubakar Traoré pour le compte-rendu. Si nous
Venus des 4 provinces de la région du sud-ouest, ces jeunes musulmans veulent apporter leur pierre à l'édification d'un Burkina de paix et de cohésion sociale. La jeunesse est vraiment traitée de tous les mauvais caractères. Voilà, une jeunesse incivique, une jeunesse indisciplinée, voilà, une jeunesse qui ne respecte plus l'autorité, qui ne respecte plus les personnes âgées. Et nous, on a trouvé qu'il faut inverser la donne. Il nous faut forcément transformer cela, cette jeunesse-là en une jeunesse qui reste civique, qui respecte les valeurs cardinales, qui pourront, de par leur action, apporter un changement positif dans la construction de notre nation. Plusieurs modules seront donc dispensés durant une semaine à ces participants. En plus des enseignements islamiques, des modules sur la tolérance interreligieuse, le civisme, la citoyenneté, le leadership et l'entrepreneuriat leur seront enseignés. Le parrain de cette cérémonie, le président du tribunal de grande instance de Gawa, a invité les séminaristes à une participation active. Le bénéfice n'est pas pour l'AMB seulement. Le bénéfice n'est pas seulement pour les musulmans, mais le bénéfice s'étend à toute la communauté. La communauté, pas seulement burkinabé, mais mondiale. L'imam de la grande mosquée et l'évêque du diocèse de Gawa, présents à la cérémonie d'ouverture, ont prié pour que ce 14e séminaire régional de formation islamique se déroule dans la paix. En sport, les rideaux sont tombés sur le tournoi international de la solidarité en volleyball. Le Mali en dames et le Niger en hommes sont les grands vainqueurs à l'issue des matchs de finale joués contre le Burkina Faso. Les temps forts de ces matchs avec Adama Guiti et Dabakini. Les Burkinabés ont passé une après-midi difficile dans ces matchs de finale. En dames, les protégés de Maurice Nana n'ont pas tenu face aux Maliennes, très déterminées et plus entreprenantes, à l'image de Absetou Sissoko. Score final 3-7 à 1. C'était vraiment pas le scénario attendu. Trop à faire, trop. Il va falloir repasser, travailler longuement, repartir vers la base, rechercher des jeunes filles qui ont la volonté, qui a le béaba et puis commencer à travailler maintenant pour les prochaines séances. La revanche a été tenue. Il y a de quoi être satisfait. L'équipe du Burkina n'a pas démérité. Elle pouvait facilement revenir. Comme je vous l'ai dit, nous avons une équipe très très jeune. Et je crois que le moment où on a flanché, c'est dû essentiellement à ça, c'est dû essentiellement à l'expérience. Chez les hommes, ce fut une vraie promenade de santé pour les Nigériens. Vainqueurs 3-7 à 0. Gaussou Sidibé, ses camarades n'étaient pas au rendez-vous. Un score assez lourd pour nous parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à cette façon de jouer. D'entrée de jeu, nous n'avons pas pu contenir l'adversaire. Et vous avez remarqué tout de suite que notre passeur a eu un petit malaise au départ. On était obligé de faire entrer encore un jeune qui n'a pas trop d'expérience et ça nous a coûté un peu. Les Nigériens peuvent donc savourer leur victoire. Ils ont été très efficaces dans le jeu. On ne s'attendait pas à un 3-0. Comme l'adversaire a un peu baissé les bras, on a profité pour prendre le dessus. Les Maliennes retournent avec le trophée et des médailles d'or. Le Burkina se contente de l'argent, le bronze revient au Bénin. Le trophée homme est allé au Niger, en plus des médailles d'or, médailles d'argent pour le Burkina Faso et le Mali, des médailles de bronze. Rendez-vous a été donné en 2019 au Ghana. Une sortie qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Le président américain s'est déclaré être prêt à retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale du commerce s'il n'y avait pas de progrès des réformes. Donald Trump a même qualifié l'accord portant création de l'organisation de pire accord commercial jamais conclu. Les tensions commerciales initiées par les États-Unis continuent. Donald Trump menace cette fois de sortir de l'Organisation mondiale du commerce. Il estime que son pays est traité de manière injuste. S'ils ne font pas de progrès, je me retirerai de l'OMC, a-t-il lâché lors d'une interview à Bloomberg. Selon lui, l'accord de création de l'OMC est le pire accord commercial jamais conclu. Le président pense que les États-Unis gagnent trop peu d'affaires déposées auprès de l'OMC, mais une rupture avec l'organisation sera loin d'être simple. Pour quitter l'OMC, Donald Trump devra d'abord faire en sorte que le Congrès change la loi. Nous devons tous nous préparer au départ des États-Unis de l'OMC.
Cela demande un peu d'imagination, mais c'est probablement faisable. Ensuite, les États-Unis ne bénéficieront pas des avantages d'appartenance à l'OMC. Leurs exportations feront l'objet de n'importe quelle mesure commerciale que les autres pays voudront leur imposer, incluant la préservation de la propriété intellectuelle. Ce n'est pas le scénario que les autres pays envisagent, mais ils doivent être prêts. Alors cette menace est-elle juste un coup de bluff? Selon la direction de l'OMC, ces accusations ne datent pas d'hier. L'interpellation de Safiatou Lopez continue de susciter des interrogations, lesquelles sont relayées dans les quotidiens du jour. La revue de presse, la dernière de cette semaine, est signée Abdoul Rasmane Zongo. L'arrestation de Safiatou Lopez est arbitraire, s'indigne le collectif Dignité et Liberté dans les éditions Le Pays. Je cite, « Comment expliquer une arrestation sans notification de charge ?» Et le collectif, titre le journal Le Quotidien, exige donc sa libération immédiate. Je ne sais pas pourquoi on s'acharne sur Madame Lopez, se désole son avocat dans les éditions Le Pays et qui ajoute « Aucun document officiel ne lui a été présenté ». Maître Tchemtarboum renchérit dans l'Observateur « Je cherche en vain à savoir ce qui est reproché à ma cliente ». En revanche, il précise dans le journal Le Quotidien « Un ordinateur portable, des téléphones et un disque dur ont été saisis par la gendarmerie durant la perquisition. Attention à la chasse aux sorcières, prévient Le Quotidien. Terminons par cette histoire polémique, rapportée par l'Observateur. Un jeune de 20 ans reçoit 2 balles sur la poitrine dans la nuit du 29 au 30 août. La police explique que ces 2 jeunes ont tenté de forcer un périmètre de sécurité. Faux, rétorque le blessé depuis son lit d'hôpital. Je cite, « Il n'y a pas eu de tir de sommation et ils n'ont jamais tenté de forcer une barrière. » L'Obs conclut, est-ce une histoire de gâchette facile ou une réaction légitime dans un contexte sécuritaire? Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.